Vous écoutez l'affaire Jacques Rançon, deuxième partie. Il va falloir attendre l'invention d'un nouveau logiciel par le FBI que les policiers de Perpignan vont pouvoir tester en avant-première pour que cet ADN retrouvé sur l'une des chaussures de Mokhtaria Chaïb puisse être totalement exploité. En octobre 2014, il va enfin livrer ses secrets. On a une réponse du FNAC qui nous dit voilà, il y a une vingtaine de propositions, mais le numéro 1, c'est Jacques Rançon. Et je me disais, putain, ça y est, on a la solution. Incroyable. J'ai appelé tous les anciens de l'antenne pour leur dire, ça y est, on l'a. Oui, il m'a appelé pour me dire que c'était bon. On le tient, Jean-Daniel. Cette fois, je crois que l'ADN a matché. Voilà. L'ADN a matché, il s'appelle Jacques Rançon. Et on va aller le chercher. Jean-Daniel Cecilia, commandant PJ de Perpignan. C'est la nouvelle qu'on attend depuis longtemps, celle-là. Hein. Le temps est passé, mais excusez-moi, je suis un peu ému. Ça me remonte. C'est 20 ans de ma vie. Jacques Rançon, qui est-il ? À ce moment-là, les policiers découvrent que c'est un père de famille qui est âgé de 54 ans, qui vit à Perpignan et qui est sorti de prison assez récemment. On se rend compte quand même qu'il a passé 11 ans de sa vie en prison déjà, notamment pour des agressions sexuelles et des viols. En plus, c'est un individu qui vivait sur Perpignan au moment des faits et, cerise sur le gâteau, qui habitait dans un hôtel sur l'avenue de la Gare, donc à proximité des lieux des faits. Pour l'instant, on a un nom. Maintenant, il faut arriver à établir que c'est bien lui qui a commis le meurtre de Mokhtaria. Et puis l'interpeller, le placer en garde à vue et, si possible, avoir des aveux. On avait quelqu'un qui, sous ses aspects bourrus, un peu ours physiquement, qui répondait parfaitement aux questions, qui était très précis, qui racontait sans difficulté sa jeunesse, son adolescence, etc. Jacques Rançon, il est né le 9 mars 1960 à Haye, où vivent ses parents à l'époque. Xavier Capelet, avocat de Jacques Rançon. Ils vivent dans une espèce de baraquement de la Première Guerre mondiale, où il n'y a pas de commodité, il n'y a pas de WC, il n'y a pas de salle de bain. Il dort dans la même chambre que ses parents jusqu'à l'âge de 18 ans. Jacques Rançon grandit dans une fratrie de 13 frères et sœurs, mais qui tous seront placés, sauf lui. Il a une enfance très très défavorisée, avec un père alcoolique, une maman qui est déficiente mentale. Jacques Rançon, quand il grandit, c'est un peu le pauvre du village, hein, c'est ce qu'il dit. Quand il était jeune, il était surtout connu pour des vols. Il habitait alors en Picardie. Et en juin 1992, tout bascule, puisqu'il viole une jeune femme, un peu au hasard, après l'avoir prise en chasse sur la route avec sa voiture. Il est condamné à 8 ans. Il ne fait que 5 ans d'incarcération. Et à sa sortie, il veut absolument se faire oublier. Il décide d'aller le plus loin possible d'Amiens, c'est-à-dire d'atterrir à Perpignan pour reconstruire sa vie dans l'anonymat. Petit à petit, on a essayé de faire parler un petit peu de l'affaire, de savoir s'il connaissait Mokhtaria Chaïb. Il nous a dit qu'il était pour rien. Après donc la 4e audition, on lui a servi donc l'argument fatal qu'on avait gardé, c'était la présence de son profil génétique sur un décès à la scène de crime. Et là, il a quand même été un peu surpris et désarçonné parce qu'il s'y attendait pas, quoi. Là, on l'a laissé mariner pour la nuit, en espérant que la nuit nous portant conseil, il allait avouer. En fait, on n'a pas eu besoin d'attendre le matin, puisque en pleine nuit, il a indiqué au collègue qui le gardait qu'en fait, il n'était pas à parler, que c'est lui qui avait fait ça. Là, à 2h54 du matin, il est repris en audition. Et là, il nous avoue en fait que c'est lui qui a tué Mokhtaria Chaïb. Et il nous raconte tout. Tout dans le détail. Et en fait, il déambulait parce qu'il était en chasse. Il croise une personne, donc Mokhtaria,
Il explique bien qu'il la menace avec un couteau. Sur le terrain, il la déshabille, il va essayer de la violer. Et là, Mokhtaria se met à crier. Je vais appeler la police, et là, il va la planter. Le coup de couteau. Il dit qu'il découpe les parties sexuelles, donc, pour ne pas laisser son ADN sur place. Il va jeter des vêtements dans une poubelle, il va jeter la paire de chaussures, c'est ce qui va le perdre dans la haie. S'il jette les chaussures dans la poubelle, on n'y arrive pas. Il finit en disant « ça y est, le monstre a parlé ». Phrase glaçante qui me restera en mémoire tout le temps. Il aura donc fallu près de 17 ans pour lever un coin du voile sur l'affaire des disparus de Perpignan. L'homme qui est en garde à vue depuis mardi est passé aux aveux concernant l'un des crimes, en tout cas, celui de Mokhtaria Chaïb. Il va être mis en examen pour viol et assassinat. C'est l'ADN et l'obstination des enquêteurs qui ont permis d'identifier le suspect. Sa photo, évidemment, a fait la une des journaux. Et une personne s'est présentée la semaine suivante au service, une jeune femme, pour dire qu'en fait, elle reconnaissait dessus formellement la photographie de son agresseur qui l'avait agressé en l'éventrant en mars 1998, donc à Ville-Belfort à Perpignan. Il dit à la victime « Je viens de fêter mon anniversaire avec mes copains de travail au marché Saint-Charles et j'habite le quartier. » On imagine qu'il suffit d'aller au marché Saint-Charles, de voir qui ce jour-là a fêté son anniversaire, ou de voir même dans les livres du personnel qui est né ce jour-là, pour arriver à l'assassin ou à celui qui a tenté de tuer cette jeune femme. Non, l'enquête n'aboutit pas, et ce qui est le plus choquant, 3 semaines plus tard, le dossier est classé sans suite par le parquet pour recherches infructueuses. C'est une erreur parce que on avait là celui qui a tué et qui tuera ensuite encore. On a été ressaisi de cette affaire. Il a reconnu en fait que c'était lui qui avait donc agressé cette jeune femme. Rapidement, on l'a réextrait de la prison de Béziers pour le mettre en garde à vue dans le cadre de l'affaire Marine Gonzalez. Et alors, ça se passe complètement différemment puisque nous avions anticipé avec Jacques Ranson. Et il a pris la décision, sur mon conseil, de reconnaître les faits puisque voilà, c'était lui. Mais Marie-Hélène, donc, il raconte qu'elle fait du stop. Lui, il est en train de tourner, voilà, il est en mode prédateur et elle fait du stop, il la prend. Il va essayer de la violer dans la voiture. Il y a eu une reconstitution qui a été faite. La reconstitution de Marie-Hélène Gonzalez est la pire que j'ai connue de ma vie professionnelle. Il va prendre un câble électrique qui traîne derrière. Il va l'étrangler comme ça. Et puis après, il va sortir le corps et le dissimuler avec tout ce qu'il va trouver, des branchages. Il y avait une sorte de déchetterie là. Il va tout jeter dessus pour dissimuler le corps et il va partir. On n'arrive pas à expliquer ces passages à l'acte, là, ces moments où il va déconnecter de la réalité en quelque sorte. C'est compliqué de savoir avec le Cranson ce qui se passe. Il essaye de comprendre qu'est-ce qui se passe dans son esprit à ce moment-là. Je lui dis qu'il veut lui faire l'amour, tout simplement. Il dit pas qu'il veut la violer. Il dit qu'il veut lui faire l'amour. C'est les termes qu'il utilise. Très rapidement, on nous dit ça peut pas être lui pour Tatiana parce qu'il est en prison et qu'on a vérifié s'il avait bénéficié d'une possible sortie ou libération. Donc on sait très rapidement que ça peut pas être lui. Marie-Josée Garcia, mère de Tatiana. C'est terrible parce que en fait, je suis tellement heureuse pour la famille de Marie-Hélène et de Mokhtaria parce que je me dis enfin ils ont une réponse. Et puis d'un autre côté, je dis ils vont plus la chercher ma fille en fait. C'est fini, les affaires de la gare, c'est fini. Je continuerai à me battre pour savoir ce qu'est devenu Tatiana. Le procès de Jacques Ranson s'ouvre à Perpignan en mars 2018, soit 20 ans après l'affaire des disparus de la gare. Donc évidemment, à Perpignan, c'est une grande émotion. La ville attend de le voir, quoi. On attend de voir qui il est.
En détention depuis 3 ans et 3 mois, Jacques Rançon apparaît dans le box des accusés sous son vrai visage face à une nuée de photographes et caméramans. Le visage de Jacques Rançon, quand il rentre dans cette salle d'audience, c'était glaçant. Quand on dit qu'il y a des gens qui ont la tête à l'emploi, je crois qu'il a un visage de monstre. En fait, c'est comme ça que je le vois en tout cas. C'était terrible de voir cet homme-là avec un silence incroyable dans la salle d'audience. C'était très très pesant, c'était très dur. Pour moi, c'était dur, alors imaginez-vous pour les familles. Le procès dure 3 semaines, ce qui est assez long, mais Jacques Rançon donne peu de clés sur son parcours, sur sa psychologie. Ce qu'on entend surtout, c'est la souffrance des familles de victimes, la colère. Je me souviens de la mère de Marianne González qui témoigne à la barre, mais qui en profite pour insulter autant qu'elle le peut Jacques Rançon, qui reste stoïque dans son box. Les frères de Marianne González, qui bondissent des bancs des parties civiles pour s'en prendre à Jacques Rançon à travers le box. Moi, le plus insoutenable de ce procès aussi, c'est cette jeune femme qu'on appelle la survivante, qui n'a pas eu de suivi psychologique jusqu'au procès. Laure Moisset, journaliste indépendant. Donc pendant plus de 20 ans, et qui donc arrive à la barre et qui revit totalement la scène et qui s'accroche à la barre. Et c'est l'épouvante, parce qu'on a l'impression d'y être. On a l'impression de vivre avec elle. C'est totalement déchirant. Prostré dans son box, Jacques Rançon n'a pas manifesté la moindre réaction lorsque le président de la cour d'assises a énoncé le verdict. Réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une peine de sûreté incompressible de 22 ans. À la fin de son procès, le président a regardé Jacques Rançon dans les yeux et lui a demandé « Y a-t-il d'autres victimes ?» L'accusé a répondu « Non ». Pourtant, à peine quelques mois plus tard, une avocate spécialisée dans les cold cases va s'apercevoir que Jacques Rançon a probablement menti. À Paris, il y a une avocate qui s'appelle Corinne Herman, qui est spécialiste des cold cases et des tueurs en série, qui va s'intéresser au profil de cet homme. Pourquoi ? Parce qu'elle a dans ses dossiers des crimes non élucidés qui ont lieu notamment en Picardie, c'est-à-dire dans la région d'origine de Jacques Rançon. Et il y a notamment une affaire, qui est l'affaire Isabelle Ménage. Une jeune femme retrouvée morte en 1986, pas très loin d'Amiens. L'affaire est restée non élucidée. Isabelle Ménage, c'est ce type de victime auquel on s'attache sans les avoir rencontrées. C'était une jeune fille sans histoire, une jeune fille qui voulait vivre sa vie, qui avait quitté ses parents pour aller travailler au CHU d'Amiens, qui rêvait de construire sa vie. Corinne Herman, avocate de la famille d'Isabelle Ménage. Ce qu'on sait, c'est que ce jour-là, elle dispute un match de tennis, qu'elle indique qu'elle allait rejoindre probablement des amis pour un camp religieux. Elle est assez chargée, elle est sur le bord de la route avec son barda. Le 3 juillet 1986, un agriculteur de la région de Villers-Bretonneux trouve un sac à dos taché de sang. Jean-Denis Coche, ancien gendarme Amiens. Nous nous rendons sur place, se dirige vers le bois. Derrière des buissons, on découvre immédiatement un corps féminin. Il est sur le ventre, face contre terre. Le corps est en partie dévêtu. La décomposition est déjà assez avancée parce qu'on est en période caniculaire, il fait très chaud. L'état de dégradation du corps ne permet pas de donner une cause à la mort. Ça a été une grande gêne pour pouvoir continuer effectivement nos investigations. Cette interrogation pénalise évidemment les enquêteurs qui vont finalement voir leur enquête piétinée pendant longtemps. Et de fait, l'affaire Isabelle Ménage devient un cold case.
En 2018, la famille d'Isabelle Ménage tente de savoir la vérité sur le meurtre de la jeune femme. Elle contacte Corinne Herman. On va être saisi par la famille d'Isabelle Ménage et on va demander la copie du dossier. Lorsque je vois les premières photos du corps d'Isabelle Ménage, moi, il me semble tout de suite voir une plaie béante au bas-ventre. Alors, c'est une photo de mauvaise qualité, mais il me semble que ce que je vois sur cette scène de crime et la description des blessures correspond tout à fait à ce qu'a pu infliger Jacques Rançon aux victimes de Perpignan. Et donc, on va expliquer au magistrat pourquoi on pense que dans le dossier Isabelle Ménage, il faut le reprendre. Pourquoi on pense que les actes qui ont été commis sur ce corps, pour le peu qu'on en sait, correspondent à son mode opératoire. On sait qu'il était dans la région à cette époque, donc on l'explique au parquet, qui va tout de suite réagir et tout de suite initier une enquête. Les juges d'instruction acceptent la demande et, chose rarissime, font exhumer le corps d'Isabelle Ménage. Et à ce moment-là, plusieurs expertises s'enchaînent. Et certaines de ces expertises concluent à des mutilations. Mais d'autres pensent qu'il s'agit là plutôt de l'effet de la putréfaction du corps qui est resté longtemps exposé à la chaleur, ou peut-être l'œuvre d'animaux sauvages qui seraient venus s'en prendre à la dépouille. Donc il y a une contradiction entre différents experts. Xavier Capelet, avocat de Jacques Rançon. Très objectivement, pour avoir vu les éléments d'enquête, bien sûr, je n'ai pas vu non plus ces similitudes. Jacques Rançon est alors extrait de sa cellule de Béziers où il est en train de purger sa peine pour les crimes de la gare de Perpignan. Il est placé en garde à vue. Il est passé aux aveux à la 45e heure. Et il a avoué l'avoir enlevé, il a avoué lui avoir porté des coups, l'avoir violé et l'avoir tué. Il donne peu de détails, mais il avoue un nouveau crime. Ce que me dira le papa d'Isabelle, le premier mot, c'est que c'est un soulagement incommensurable. Et je pense que ça résume totalement ces 30 ans de combat pour cet homme, ces 30 ans de chagrin aussi. Et c'est important, il me le dit, d'avoir la vérité pour Isabelle. Pour lui, ça change plus rien, mais pour Isabelle. Après avoir fait des aveux donc pendant cette garde à vue, il se rétracte par courrier qu'il envoie au juge d'instruction. Et jusqu'au bout, y compris devant la cour d'assises, il ne reconnaît pas les faits. Jacques Rançon, quand il est pris et qu'il est vraiment coupable, il reconnaît. On le sait, il l'a fait déjà de multiples reprises. Là, c'est pas le cas. Contrairement au premier procès où il est abattu, tête baissée, là, il est dans l'offensive. C'est-à-dire qu'il se défend, parce qu'il se dit innocent. Dans le box pour le meurtre d'Isabelle Ménage, on avait Jacques Rançon, mais on avait surtout le tueur de la gare de Perpignan. Et ça, c'est impossible à se défaire de cette image. On peut pas s'empêcher de savoir qui il est et de se dire qu'effectivement, il est extrêmement dangereux. Donc, les gens ne peuvent pas s'empêcher de penser que, oui, il est capable d'avoir tué Isabelle Ménage. Jacques Rançon a fait appel de sa condamnation. Il est donc toujours présumé innocent dans cette affaire, alors même que les enquêteurs se demandent s'il ne serait pas aussi responsable d'autres meurtres. Est-ce que Jacques Rançon a ce que les enquêteurs appellent un chiffre noir, c'est-à-dire des victimes qu'on ne connaîtrait pas encore? On peut sérieusement se poser la question. La première jeune femme qui l'a tuée serait Isabelle Ménage. Ce qui laisse quand même une plage dans le temps sans qu'il n'y ait aucune autre victime. C'est difficile à croire qu'il y ait tant d'années qui se soient écoulées sans qu'il ait commis un autre meurtre. Pourquoi il se serait arrêté? Quand on connaît le parcours criminel frénétique de Jacques Rançon, il n'est absolument pas impossible qu'il ait pu commettre d'autres victimes après Isabelle Ménage ou même avant Isabelle Ménage. 25 ans après les faits, la ville de Perpignan est encore traumatisée par l'affaire du tueur de la gare. Malgré une enquête hors norme et 2 procès, certaines familles de victimes attendent toujours la vérité. Quant à la disparition de Tatiana, le mystère reste entier.
Vous venez d'écouter Au bout de l'enquête. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Au bout de l'enquête est un podcast coproduit par Initial Studio, Enibas Productions et France Télévisions, adapté de l'émission audiovisuelle éponyme produite par Enibas Productions et France Télévisions. Un épisode écrit et réalisé par Nathalie Mazier. Vous pouvez retrouver l'émission Au bout de l'enquête sur France 2 ou en replay sur France TV. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistées de Marie Agassan et Cypriane Ligère. Montage, Camille Legras. Avec la voix de Julie Drey et Marie Drucker.